CIVAM sont heureux de vous accueillir pour ce forum interrégional. Les CIVAM mesurent l'importance des enjeux et l'urgence à agir sur chaque territoire. Vous êtes des acteurs essentiels pour l'agriculture. Vous êtes des élus, vous êtes leurs représentants à toutes nos échelles du territoire. Représentants de parcs régionaux, des citoyens, des agriculteurs, des habitants, chercheurs, enseignants, formateurs, élèves, des acteurs de l'environnement. Ceux qui, avec les agriculteurs, font l'agriculture au sein des associations, des structures de développement agricole, à la Chambre d'agriculture, au sein des syndicats, au sein des associations de solidarité. Donc ces échelles peuvent et doivent même constituer des points de vue, des analyses qui se complètent et s'enrichissent mutuellement pour répondre, dans l'intérêt de tous, dans le présent et pour l'avenir, aux enjeux agricoles et alimentaires, mais aussi à l'enjeu du partage. C'est en croisant nos travaux, de notre position et avec nos expériences, que nous pouvons esquisser, dessiner l'agriculture durable en Méditerranée. Ce qui me semblait important pour démarrer ce forum, c'était de présenter le Grenelle de l'environnement. Et en déclinaison agricole, l'objectif était finalement de se dire qu'est-ce que l'agriculture a comme enjeu à relever. Et donc l'idée, c'était de dire l'agriculture a les mêmes enjeux, mais a une fonction supplémentaire qui est la fonction alimentaire, qui n'est pas forcément dans les autres branches. Ce qui me semble aussi important, c'est de vous présenter quelle est cette agriculture en Languedoc-Roussillon et en PACA, parce qu'en fait, on va voir qu'il y a un certain nombre de spécificités méditerranéennes qui sont quand même importantes à prendre en compte quand on traite d'agriculture durable. On voit qu'il y a beaucoup de violets, donc le violet c'est la viticulture. L'évolution de l'agriculture sur ces deux régions, entre 2000 et 2010, et en fait les tendances sont vraiment similaires. Entre 2000 et 2010, on assiste à une perte de la surface agricole utile de 10 à 12% selon les régions, avec, on le verra dans l'atelier sur le foncier, une artificialisation massive des terres. Pour vous résumer ça en quelques mots, on a des productions qui sont à forte valeur ajoutée, puisque 40 à 50% des exploitations qui sont sous signe officiel de qualité, une diversité extrême des systèmes de production à l'échelle des micro-territoires, une forte représentation d'exploitations moyennes ou petites, et on est quand même les deux régions qui ont la plus grande quantité de surface convertie à l'agriculture biologique. Pour le Languedoc-Roussillon, le plan régional agriculture durable a été signé donc, en mars, et c'est le premier PRA de France. En PACA, les travaux sont en cours, mais en gros, l'objectif, c'est de fixer les grandes orientations de la politique agricole locale. Quand on parle d'agriculture durable dans nos réseaux, on réfléchit en termes de système de production économe et autonome et inscrit dans un système alimentaire local. Donc, quand on parle de durabilité, on parle bien sûr d'économie, d'environnement et de social. Ce travail sur l'agriculture durable repose sur l'expérimentation par les agriculteurs et pour les agriculteurs. Donc les structures CIVAM ne sont pas là pour conseiller individuellement des agriculteurs sur telle ou telle pratique, mais vraiment pour essayer, l'animateur est accompagnateur, est accoucheur d'idées, et aide la réflexion sur les systèmes des agriculteurs et sa transférabilité. Et puis il y avait également la demande des agriculteurs en Méditerranée de pouvoir travailler sur un échange de pratiques face à la problématique habituelle d'isolement. Voilà, les uns les autres expérimentent des choses mais ne sont pas suffisamment valorisés ou échangés. Donc, le projet s'est donné trois objectifs. D'abord de partir d'un état des lieux auprès des agriculteurs, donc à l'échelle de l'exploitation, mais toujours au regard de l'inscription, de l'intégration de cette exploitation sur son territoire, de travailler avec les agriculteurs sur l'identification de ce que pouvaient être des bonnes pratiques, les points, les thématiques sur lesquelles progresser et échanger. Et enfin, le troisième objectif, c'est l'idée d'impliquer l'ensemble des acteurs des territoires sur ces problématiques et de sortir de la seule sphère écolo-agricole, mais d'échanger entre élus, responsables de collectivités territoriales, de l'enseignement agricole, etc., tous les acteurs qui sont appliqués sur ces questions. Le forum a permis de mettre en lumière un certain nombre d'initiatives qui convergent vers une agriculture durable et de poser les bases finalement de modèles d'accompagnement nouveaux qui vont plus vers l'écoute des agriculteurs de leurs préoccupations et qui accompagnent au plus près l'évolution et le changement. Donc finalement, les collectivités, que ce soit à une échelle plus locale, la commune, intercommunale,
mais également au niveau des agglomérations, se sont montrés vraiment intéressés pour s'impliquer dans des projets et pouvoir être à l'écoute des préoccupations des agriculteurs. En plus, nous avons développé des partenariats avec l'enseignement et la recherche. Ça a permis de voir émerger des projets justement pour accompagner les agriculteurs dans la recherche de solutions en se basant sur les acquis de la recherche qui sont parfois peu connus des agriculteurs. Donc finalement, ce projet, on a voulu en faire un projet de territoire et un projet multi-acteurs et on espère du moins tenir cette ligne directrice grâce à l'implication de tous. Et on l'a vu le 8 décembre et on le voit encore aujourd'hui. On est content d'avoir dans la salle des gens qui ne relèvent pas que du secteur agricole et qui sont intéressés pour échanger et s'informer sur des problématiques au sens large, alimentaire et de territoire. On a organisé cet atelier sous la forme de deux questions. À la fois la question de l'accès à la connaissance, en fait, comment favoriser la connaissance et son partage dans un but de préservation du foncier. Et puis la question des outils pour mettre en avant les conditions de préservation du foncier agricole. On a pu faire le constat, on l'avait déjà vu ce matin, de la situation alarmante de disparition du foncier, plus spécifiquement justement sur les territoires méditerranéens. Évidemment, une approche parcellaire de la question foncière est insuffisante. Il faut y intégrer vraiment une approche de la question du foncier à l'échelle des territoires. Donc, dans quel projet de territoire ils s'inscrivent. Ce qui ressort finalement, c'est que bon, il faut revoir en fait les représentations au niveau déjà de la place qu'on veut donner à l'agriculture sur les territoires. Revoir aussi la conception qu'on peut avoir de la propriété entre la valeur marchande et la valeur d'utilisation. Du coup, cette préservation du foncier demande de changer des représentations et puis aussi d'inscrire la protection du foncier dans une dimension territoriale en étant soucieux de la dimension économique de l'activité agricole sur les territoires. Dans cet atelier, on est parti d'un raisonnement plus sur la parcelle, pour après amplifier le raisonnement sur des échelles un peu plus vastes de territoire. Donc c'est vrai qu'on est parti sur le constat qu'il fallait sûrement oublier le raisonnement basique de l'agriculture, de raisonner sur l'apport d'éléments. D'éléments type NPK, etc., et de raisonner des apports uniquement, mais de raisonner sur plutôt des bénéfices globaux d'apport de matière organique, sur la texture du sol, sur son aération, etc. Alors après, avec les spécificités méditerranéennes que vous connaissez, où on est dans des climats chauds, avec des terrains souvent très calcaires, qui brûlent assez vite la matière organique, et donc des comportements de sol assez particuliers ici. Et puis, ce qui était aussi important dans cet atelier, c'était aussi d'essayer d'abandonner les raisonnements en court terme de gestion de la fertilité et d'aborder une gestion plutôt à plus long terme du potentiel des sols, quoi, et de savoir qu'est-ce qu'on va laisser aussi aux générations futures, quoi. La base qui a été rappelée, c'est de travailler aussi sur une autonomisation des pratiques et une appropriation aussi des agriculteurs de certaines pratiques. Alors après, donc la perspective d'agroforesterie, on en a discuté un petit moment, est une piste pour utiliser l'espace de manière optimisée. Donc c'est vrai qu'il y a des initiatives locales intéressantes. Ce qu'on constate aussi, c'est que cette gestion difficile de la fertilité des sols, elle est aussi due au fait qu'il y ait une spécialisation accrue des exploitations agricoles dans le temps, et que peut-être des politiques un peu plus larges d'utilisation des terres permettraient, par exemple, à des exploitations très spécialisées en élevage de valoriser des terres en prairies temporaires ou prairies permanentes d'autres personnes qui sont plus spécialisées en grande culture, enfin en culture végétale, quoi. Donc de recréer des complémentarités qui sont perdues à l'échelle de territoires plus vastes. Trois éléments importants qu'il faut ressortir. D'abord que l'objet de la mutualisation qui donne lieu à la création d'un collectif est multiple et très diversifié. On pense peut-être en premier à la mutualisation de moyens, qu'il s'agisse justement d'emploi ou de matériel. Mais au-delà de ça, c'est aussi une mutualisation de savoir, une mutualisation d'échanges qui permettent finalement au groupe d'être autonome et de savoir fonctionner. Ce qui est important peut-être dans la réussite, c'est la mixité des publics ou la mixité des systèmes de production qui sont représentés. On l'a vu dans le groupe Mon Employeur, souvent peut-être une des limites, c'est le fait que
Les employeurs sont des systèmes de production du même type qui ont des pics de travail au même moment. Donc les salariés, il va y avoir une demande de salariés au même moment. Donc l'idée de varier peut être intéressante. Dans le groupe Nature et Progrès, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une mixité producteur-consommateur pour pouvoir justement attribuer les labels Nature et Progrès. C'est ce qui permet aussi d'avoir un échange entre ces différents publics, donc c'est assez intéressant. Le dernier point est très important, c'est la dimension finalement de l'organisation collective pour qu'elle puisse fonctionner. Je pense que tous les intervenants ont bien souligné que l'interconnaissance entre les gens était déterminante, que l'outil finalement reste à taille humaine et reste mobilisable et soit approprié par l'ensemble des groupes pour qu'elle puisse fonctionner et que ça ne devienne pas une institution finalement. Et donc c'est cette dimension finalement conviviale parce que justement son utilisation est appropriable par tous les membres. Parce qu'elle permet l'autonomie à la fois de l'organisation et de ses membres, et parce qu'on s'y sent bien. Alors c'est vrai qu'on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui a été dit dans les ateliers, mais tout ça est très lié, quoi. Les ateliers, c'est les gens qui travaillent sur le terrain, là, et on voit que ça avance peut-être certainement trop lentement. Là, c'est vrai que 2050, c'est beaucoup plus loin. Pourquoi nous, on s'est mis à travailler sur un scénario comme celui-là, Solagro? Bon, d'abord parce que certaines personnes sur l'agro sont impliquées depuis déjà pas mal d'années sur le scénario négawatt d'alternative énergétique et de sortie du nucléaire en 2030. Donc scénario tout à fait viable et qui j'espère va se mettre en place. Et nous on se posait des questions par rapport à notre travail. On est comme vous sur le terrain et puis on avait besoin un petit peu d'air et de perspective. En fait ce scénario ne fait qu'appliquer l'ensemble des directives assignées par l'État et l'Europe, que finalement tout le monde écrit mais que personne ne veut vraiment mettre en œuvre. Alors nous on s'est dit on va le mettre en œuvre avec d'autres contraintes, donc il y a forcément tous les enjeux environnementaux que tout le monde s'est fixé. Il y aura aussi donc un scénario qui ne concerne que la France. Pour l'instant on n'a pas d'autres ambitions, c'est déjà beaucoup de travail. Donc vous verrez qu'on sera un peu plus nombreux, l'INSEE dit qu'on sera 72 millions, entre 71 et 72, donc il y aura un peu plus de personnes à nourrir. Le pétrole sera peut-être à 300-400$ le baril, donc de toute façon on n'en consommera pratiquement plus. Donc il va falloir aussi produire nos énergies à partir entre autres de la biomasse. Et le lien entre négawatt et after, c'est en particulier toute la partie biomasse. Il faudra aussi produire des matériaux pour construire des maisons, pour isoler. Voilà, donc on a eu voir si tout ça, ça passait. Il y en a qui disent que de toute façon, on ne va pas y arriver. Ou alors il y a ceux qui disent que la France doit nourrir le monde, donc il faut encore intensifier. Enfin bon, il y a tout un tas de discours. Nous, on a fait le scénario qu'on rêve. Et j'espère que vous avez partagé ce rêve. Voilà, donc il faut, un petit peu pour synthétiser, on va certainement augmenter les surfaces consommées directement par l'homme. On va manger plus de céréales, plus de légumineuses. On va réduire les cultures fourragères. On va peut-être développer des cultures pour les matériaux et l'énergie, du chanvre par exemple pour l'isolation. On va augmenter les infrastructures agroécologiques. On va mettre plus d'arbres dans l'espace. On va maintenir les forêts. Alors après les pâturages, là, qu'est-ce qu'on va en faire? Là, on a un petit souci quand même. Là, on a encore pas assez travaillé, c'est surtout les matériaux. Parce que ça demande aussi beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances. Par exemple, si on se met à construire beaucoup plus en bois, à quel rythme, quels vont être les besoins en bois, en isolation, en paille, en chanvre, etc. Mais l'idée, c'est il va y avoir une relocalisation des productions. Donc l'idée, c'est pas de faire la même chose partout. Donc c'est qu'est-ce qui bougerait en PACA, par exemple, quoi. Bon, la vigne, de toute façon, on ne va pas la faire en Nord-Pas-de-Calais. L'huile d'olive, peut-être qu'on en fera un petit peu à Toulouse. On va passer le seuil de Naurouse. Voilà, donc il va y avoir tout un travail. Il y a aussi des spécificités, quoi. PACA et Languedoc-Roussillon sont des systèmes très diversifiés. Il y a un enjeu important dès maintenant, c'est de maintenir le tissu agroalimentaire, de transformation. Parce que là, l'idée, c'est de rapprocher la production des consommateurs. Donc pour ça, il faut transformer les produits. Il faut essayer de ne pas perdre le tissu de transformation qu'on a, quoi. Voilà. Et puis après, maintenir aussi toute cette offre de qualité qui est très, très présente en PACA, quoi. Donc tous les produits AOC, je pense que tout ça, c'est des choses à maintenir et à mettre en priorité, quoi. On a à avoir un gros enjeu sur l'eau, ici, mais pas seulement. L'enjeu sur l'eau, il est en Midi-Pyrénées, il est en Aquitaine, il est en Poitou-Charentes, il commence même à gagner maintenant le bassin parisien. Donc là, il faut voir comment on va gérer cette eau, qui n'est pas forcément transposable d'un bassin versant à un autre, et puis voir comment on peut réduire la consommation d'énergie en agriculture. Bon, ça, on commence à savoir faire. Il y a tout un programme, par exemple, en PACA. On sait qu'on peut réduire fortement les consommations d'énergie en agriculture. Il y a l'enjeu aussi qui a été abordé
sur protéger les sols agricoles. Donc il y a toutes les questions d'enherbement, de non-labour. Ici, en plus, on a des questions d'incendie. Voilà, donc ça aussi, c'est important, parce que ça, c'est de la biomasse qui part en fumée. Voilà où on en est aujourd'hui. Et maintenant, je répondrai à vos questions. Ça, c'est un petit peu l'image du futur. Bon, elle est prise en Inde, celle-là. C'est-à-dire demain, voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler l'agriculture en France, avec des arbres, plusieurs cultures sur la même parcelle. Marianne Gilbert, représentante du MODEF du Vaucluse. Nous, dans notre revendication, on met le coefficient multiplicateur. Mais autant pour les produits que l'on produit que pour les importations. Parce qu'il est inadmissible que l'on mange des fraises du fin fond du Maroc alors que l'on en produit sur le sol. Alors ce que l'on demande, nous, comme revendication, c'est l'application du coefficient multiplicateur et la garantie des prix à la production. Finalement, ce modèle, un des gros intérêts qu'il a, c'est de faire parler les gens. La seule conclusion qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'un autre champ est possible. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... on peut passer avec une agriculture beaucoup plus écologique, beaucoup plus en bio. Pour l'instant, c'est très calcul, mais ça nous permet quand même d'arriver de l'agriculture à l'assiette. Et ça, personne n'avait fait, quoi. Et d'évaluer les impacts environnementaux comme les gaz à effet de serre. Donc ça marche, mais après, tout le qualitatif, il faut le construire. On a une culture alimentaire qui s'appelle l'alimentation méditerranéenne. En 2 générations, tout autour de la Méditerranée, on est en train de perdre ce modèle alimentaire à cause de la pression de la mondialisation. Donc en fait, cette alimentation méditerranéenne traditionnelle, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à nos efforts en 2010. Donc elle est reconnue pour sa valeur. On sait qu'elle protège de la santé. Donc il faut faire de l'alimentation méditerranéenne et qu'elle soit basée sur des stratégies de production durables si on veut s'en sortir. Elle semble très très bien satisfaire aux critères, aux impératifs qui sont devant nous maintenant. Voilà, donc si vous voulez, on a tout pour bien faire dans nos régions méditerranéennes. On est en train de travailler au niveau du bassin méditerranéen pour essayer justement de développer ce type de travail pour alimenter la réflexion et essayer de faire pression sur les ministres de l'Agriculture du bassin méditerranéen pour qu'enfin ils se décident à changer d'orientation et à ce qu'on revienne à des choix de stratégie, je dirais, agricole et alimentaire plus pertinents. Comment on accompagne cette transition? Comment on met en place les choses pour répondre à tous ces enjeux? C'est aussi de travailler à partir des préoccupations des agriculteurs. Donc les agriculteurs, je ne pense pas qu'ils se lèvent le matin en se disant comment je peux être plus durable. Je crois que ce n'est pas la question qui se pose. C'est en fait essayer de reformuler les problèmes tels que les agriculteurs se les posent. Le GERDAL essaye justement de donner les outils, de former des animateurs à ces outils qui sont basés sur de l'analyse sociologique. Dans ce type d'association, d'avoir un double échange. On est quelques paysans, on fonctionne en réseau, on travaille ensemble, on échange nos techniques, on échange aussi, ce qui est très important, avec les consommateurs. Avec notre groupe, on installe donc des jeunes agriculteurs et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'installent déjà dans la démarche. On a quasiment que des projets en agriculture biologique. Et donc en fait on voit que le changement il se fait par les nouveaux agriculteurs qui arrivent. On le voit, moi qui ai côtoyé pas mal d'agriculteurs dans mon département et ailleurs, c'est vrai que c'est difficile de changer. Heureusement qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu quand même une percée, je crois, de l'agriculture biologique quand il y a eu les CTE, c'était les contrats territoriaux d'exploitation. Je suis persuadé qu'il y en a qui ont, et surtout les jeunes, comme ça a été dit tout à l'heure, vont aller dans ce schéma. Mais c'est peut-être comment structurer cette offre-là, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui coince un peu. Voilà. Quelques chiffres, effectivement, notre région PACA, c'est en gros 42% de souveraineté alimentaire. Vous voyez qu'il y a encore du travail. Et par contre, je confirme ce que disait tout à l'heure André Pinatel, nous sommes la première région en surface agricole utile en agriculture biologique. On l'a mis dans notre schéma régional, on a mis 30% d'ici 2020 d'agriculture biologique sur l'ensemble de la région. C'est en croisant nos travaux, de notre position et avec nos expériences que nous pouvons esquisser, dessiner l'agriculture durable en Méditerranée. Favorisons les rencontres et les échanges, allons sur le terrain, mutualisons nos compétences et n'ayons pas peur d'innover, de rencontrer des gens qui font des choses vraiment différentes de ce que l'on a l'habitude de faire. Et puis après, il n'y a plus qu'à appliquer, quoi. Voilà.
Merci. Thank you.